Mort suspecte. Affaire Epstein. Argent, pouvoir et réseau pédocriminel. Quand les élites tremblent. 10 août 2019, 6h30 au Metropolitan Correctional Center de Manhattan. Les gardiens découvrent le corps sans vie de Jeffrey Epstein, pendu dans sa cellule. Comment l'un des détenus les plus surveillés d'Amérique a-t-il pu se suicider à quelques jours d'un procès qui menaçait de faire tomber des hommes parmi les plus puissants de la planète? Milliardaire énigmatique aux connexions tentaculaires, confident des présidents et des princes, Epstein emporte dans la tombe les secrets d'un réseau pédocriminel qui transcende les clivages politiques. Dans ce podcast, nous lèverons le voile sur les zones d'ombre d'une affaire aux ramifications internationales. Épisode 1. L'ascension d'un intouchable. Jeffrey Epstein n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Issu d'une famille juive modeste de Brooklyn, fils d'un employé des parcs municipaux de New York, rien ne prédestinait ce mathématicien autodidacte à côtoyer un jour les puissants de ce monde. Pourtant, en quelques décennies, il est passé de simple professeur de mathématiques dans une école privée à milliardaire fréquentant les présidents, les princes et magnats des affaires. Comment un homme sans diplôme universitaire a-t-il pu s'élever si rapidement dans les sphères de la haute finance new-yorkaise? Les versions officielles racontent qu'après avoir enseigné dans la prestigieuse Dalton School de Manhattan, il fut repéré par Alan Greenberg, alors dirigeant de la banque d'investissement Bear Stearns. Epstein y devient trader, puis partenaire, avant de quitter l'institution en 1981 pour fonder sa propre société de gestion de fortune, J. Epstein & Co., rebaptisée plus tard Financial Trust Company. Les sources de sa richesse restent troubles. Certains évoquent des manipulations de marché et d'autres des opérations de blanchiment d'argent d'envergure internationale. Ce qui est certain, c'est que la Financial Trust Company opérait depuis les îles Vierges américaines, un paradis fiscal, et que les méthodes d'investissement d'Epstein n'ont jamais été clairement documentées. « Je gère l'argent des milliardaires », affirmait-il. Mais quel milliardaire exactement? Le seul client connu avec certitude est Leslie Wexner, fondateur de L. Brands, Victoria's Secret, Bath & Body Works, qui lui confia la gestion de sa fortune personnelle pendant près de 2 décennies. Une relation d'affaires qui suscite encore aujourd'hui des interrogations. Comment Leslie Wexner, homme d'affaires avisé, a-t-il pu confier l'intégralité de sa fortune à un novice sans référence solide dans le milieu? Plus étrange encore, Epstein obtient une procuration sur les comptes de Wexner, lui permettant d'acheter en son nom l'imposant hôtel particulier de Manhattan qui deviendra plus tard le théâtre de ses nombreux crimes. Malgré ces zones d'ombre, Epstein s'est construit une image de philanthrope éclairé, finançant notamment des recherches scientifiques et cultivant des relations avec des personnalités du monde académique. Il se vantait d'être proche du physicien Stephen Hawking et finançait généreusement des institutions comme Harvard. Sa fondation, la Jeffrey Epstein Six Foundation, prétendait soutenir la recherche sur l'intelligence artificielle et la génomique. Ses activités philanthropiques lui ont ouvert les portes des cercles intellectuels les plus prestigieux, ajoutant une couche de respectabilité à son personnage déjà complexe. L'une des clés de son ascension vertigineuse réside dans sa capacité à tisser un réseau d'influence extraordinaire. Epstein ne se contentait pas d'accumuler des richesses. Il collectionnait les relations dans les plus hautes sphères du pouvoir mondial. Par exemple, sa relation avec les Clinton est particulièrement documentée. L'ancien président américain Bill Clinton a voyagé plusieurs fois à bord du jet privé d'Epstein, surnommé le Lolita Express dans les médias.
Selon les registres de vol, Clinton aurait emprunté cet avion au moins 26 fois. Epstein a également fait des dons substantiels à la Fondation Clinton, créant ainsi des liens financiers avec cette famille politique influente. Du côté républicain, sa proximité avec Donald Trump est attestée par de nombreuses photographies et déclarations. Dans une interview de 2002 au magazine New York, Trump déclarait « Je connais Jeff depuis 15 ans. Un type formidable. C'est très amusant d'être avec lui. On dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi. Et beaucoup d'entre elles sont plutôt jeunes. » Le cercle d'Epstein s'étendait bien au-delà des frontières américaines. Sa relation avec le prince Andrew, le fils de la reine Elisabeth II, deviendra plus tard l'un des éléments les plus explosifs de l'affaire. Mais on retrouve aussi dans son carnet d'adresses des personnalités comme l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak, l'acteur Kevin Spacey, le réalisateur Woody Allen ou encore le fondateur de Microsoft, Bill Gates. Cette accumulation de contacts prestigieux n'était pas le fruit du hasard. Epstein orchestrait méticuleusement des rencontres entre ces personnalités lors de dîners somptueux dans son manoir new-yorkais ou sur son île privée des Caraïbes, Little St. James. Ces événements mêlaient discussions intellectuelles, opportunités d'affaires et, comme on le découvrira plus tard, présence de jeunes femmes, parfois mineures. L'île d'Epstein, surnommée par certains l'île de la pédophilie, de l'orgie, était équipée d'un temple à l'architecture étrange, de multiples chambres et d'espaces de détente luxueux. C'est sur cette île que se déroulaient nombre de ces rencontres entre puissants, loin des regards indiscrets. À New York, son manoir de l'Upper East Side, l'une des plus grandes résidences privées de Manhattan, regorgeait d'œuvres d'art étranges, dont un portrait de Bill Clinton en robe bleue et des poupées grandeur nature suspendues au plafond. Les visiteurs rapportent avoir vu des caméras dissimulées dans toute la demeure, alimentant les spéculations sur l'existence de vidéos compromettantes qui auraient pu servir à faire chanter ses invités de marque. Car c'est bien là l'une des théories les plus troublantes concernant l'ascension d'Epstein. Et si sa fortune et son influence n'étaient que les fruits d'une vaste entreprise de chantage ciblant les élites mondiales. Cette hypothèse expliquerait comment un homme aux compétences financières jamais clairement démontrées a pu accumuler une telle fortune et s'entourer de personnalités aussi influentes. L'empire Epstein commence à se fissurer en mars 2005, lorsqu'une mère inquiète contacte la police de Palm Beach en Floride. Sa fille, de 14 ans, aurait été payée $300 pour masser Epstein dans sa villa, où il se serait livré à des attouchements. L'enquête qui s'ensuit révèle un système bien rodé. Epstein recrutait des jeunes filles issues de milieux défavorisés, les payait pour des massages qui dégénéraient systématiquement en agressions sexuelles. Puis, il leur offrait des sommes supplémentaires pour qu'elles recrutent d'autres adolescentes. La police de Palm Beach identifie rapidement des dizaines de victimes potentielles. L'enquête est méticuleuse et les preuves s'accumulent contre Epstein. Pourtant, en 2006, le procureur de l'État de Floride, Barry Krischer, décide inexplicablement de ne poursuivre Epstein que pour sollicitation de prostitution. Un chef d'accusation mineur qui ignore complètement la gravité des faits et l'âge des victimes. Frustré par cette décision, le chef de la police de Palm Beach, Michael Reiter, écrit directement aux victimes pour s'excuser du traitement de l'affaire et transmet le dossier au FBI et aux procureurs fédéraux, espérant que la justice sera rendue à un niveau supérieur. Entre alors en scène Alexander Acosta, procureur fédéral du district sud de la Floride. En 2007, après une enquête fédérale qui identifie au moins 36 victimes mineures,
Acosta conclut avec les avocats d'Epstein un accord de plaider coupable, qui restera, dans les annales judiciaires, comme l'un des plus controversés de l'histoire américaine récente. Les termes de cet accord sont si favorables à Epstein qu'il défie l'entendement. Le financier plaide coupable à 2 chefs d'accusation de l'État de Floride: sollicitation de prostitution et sollicitation de prostitution auprès d'une personne mineure. En échange, toutes les enquêtes fédérales sont abandonnées et Epstein bénéficie d'une immunité de poursuite pour lui-même et, fait particulièrement troublant, pour tous ses co-conspirateurs potentiels, dont les noms ne sont jamais révélés. La peine, 13 mois de détention dans une aile privée de la prison du comté de Palm Beach, avec un régime de semi-liberté lui permettant de quitter sa cellule 6 jours par semaine pendant 12 heures pour travailler dans ses bureaux. Une incarcération tellement légère que les gardiens avaient pour consigne de ne pas déranger le prestigieux détenu. Plus scandaleux encore, cet accord est négocié dans le plus grand secret. Les victimes n'en sont pas informées, en violation flagrante de leurs droits selon la loi fédérale. Ce n'est qu'en 2008, lorsque l'accord est finalisé, qu'elles apprennent que justice ne leur sera jamais rendue. Comment expliquer un tel traitement de faveur? Les avocats d'Epstein, une équipe de poids lourds juridiques comprenant Alan Dershowitz, professeur à Harvard, et Kenneth Starr, ancien procureur spécial dans l'affaire Clinton-Lewinsky, ont certainement joué un rôle. Mais cela suffit-il à justifier un accord aussi clément? Des années plus tard, lorsqu'on demandera à Acosta pourquoi il a accepté de telles conditions, il répondra qu'on lui avait fait comprendre qu'Epstein était au-dessus de son niveau et qu'il avait des renseignements sur des personnalités importantes. Acosta aurait également déclaré à l'équipe de transition de Trump en 2017 qu'on lui avait dit qu'Epstein appartenait aux renseignements et qu'il devait le laisser tranquille. Cette période de l'affaire Epstein soulève des questions troublantes sur l'influence des réseaux de pouvoir sur le système judiciaire américain. Comment un criminel sexuel ayant agressé des dizaines de mineurs a-t-il pu bénéficier d'un traitement aussi clément? Quelles pressions ont été exercées sur les procureurs? Et qui sont ces co-conspirateurs mystérieux protégés par l'accord?